La pensée occidentale a longtemps considéré le vide comme une absence, un manque à combler, une source d'angoisse existentielle. Pourtant, dans la tradition taoïste, le vide se révèle comme le principe fondamental de toute existence, la matrice fertile d'où émergent toutes les potentialités. Cette conception radicalement différente mérite une exploration approfondie, car elle pourrait bien offrir une clé précieuse pour repenser notre rapport au monde et à nous-mêmes. Au cœur de la pensée taoïste réside une parabole emblématique. Un maître demanda un jour à son disciple de contempler un vase d'argile. « Quelle est la partie la plus utile de ce vase ?» interrogea-t-il. Le disciple examina attentivement les courbes élégantes, la qualité de la terre cuite, la finesse des décorations. Le maître sourit et dit « C'est le vide intérieur qui fait l'utilité du vase. Sans lui, comment pourrait-il contenir quoi que ce soit ?» Cette simple observation ouvre la voie à une compréhension profonde du rôle du vide dans l'existence. Le vide, dans la pensée taoïste, n'est pas une négation de l'être, mais sa condition même de possibilité. Comme l'exprime Lao Tse, 30 rayons convergent au moyeu, mais c'est le vide médian qui fait marcher le char. Cette intuition fondamentale se retrouve dans tous les aspects de la réalité. Dans l'architecture, ce sont les portes et les fenêtres, des espaces vides, qui rendent une maison habitable. Dans la musique, ce sont les silences entre les notes qui créent le rythme et permettent à la mélodie de respirer. Dans la peinture traditionnelle chinoise, les espaces non peints sont aussi importants que les traits, créant une tension dynamique qui donne vie à l'œuvre. Cette conception du vide comme principe créateur trouve une illustration saisissante dans une autre parabole taoïste. Un peintre cherchait depuis des années à peindre le bambou parfait. Il étudiait chaque détail, chaque nuance, mais ses œuvres manquaient toujours de vie. Un jour, lors d'une méditation profonde, il comprit soudain que pour peindre le bambou, il devait d'abord devenir vide lui-même, laissant l'essence du bambou se manifester à travers lui. Ce n'est qu'en abandonnant sa volonté de contrôle qu'il put enfin créer des œuvres d'une beauté saisissante. Le vide taoïste se manifeste également dans la pratique spirituelle à travers le concept de non-agir, Wu Wei. Contrairement à ce que pourrait suggérer une traduction littérale, il ne s'agit pas d'inaction, mais d'une action qui émane du vide intérieur, libre de l'ego et de ses désirs. Un maître l'expliquait ainsi. Observez l'eau d'une rivière. Elle ne décide pas de couler. Elle suit simplement sa nature. Sa force vient précisément de ce qu'elle reste vide de toute intention personnelle. Cette approche du vide trouve des résonances profondes dans notre expérience quotidienne. Lorsque nous sommes submergés par les pensées, les émotions, les désirs, nous perdons notre capacité à percevoir clairement et à agir justement. C'est dans les moments de calme intérieur, quand l'esprit se vide de son agitation habituelle, que surgissent souvent les intuitions les plus profondes et les actions les plus justes. Comme le disait un sage, ce n'est pas en remplissant la coupe qu'on étanche la soif, mais en la vidant pour la remplir à nouveau. Le vide taoïste nous invite ainsi à une véritable révolution dans notre rapport au monde. Au lieu de chercher constamment à remplir le vide par la consommation, l'activité frénétique, le divertissement perpétuel, nous pourrions apprendre à l'accueillir comme un espace de possibilités infinies. Dans nos relations, cela signifierait créer un espace d'écoute véritable plutôt que de projeter nos attentes sur l'autre. Dans notre vie professionnelle, cela impliquerait des moments de recul et de silence créatif plutôt qu'une agitation permanente. Un maître contemporain comparait l'esprit à un jardin.
La plupart des gens s'épuisent à planter toujours plus de fleurs, mais oublient l'importance des espaces vides entre elles. Sans ces espaces, le jardin devient une jungle étouffante. Le vide permet aux fleurs de s'épanouir pleinement. Cette métaphore illustre parfaitement comment le vide, loin d'être une menace pour notre épanouissement, en est au contraire la condition essentielle. La pratique du vide dans la tradition taoïste n'est donc pas une fuite du réel, mais au contraire une plongée plus profonde dans sa nature véritable. Elle nous enseigne que ce que nous considérons comme plein, nos certitudes, nos habitudes, nos possessions, peut parfois être un obstacle à notre croissance, tandis que ce que nous voyons comme vide, le silence, l'incertitude, le lâcher-prise, peut être la source d'un renouveau profond. La compréhension théorique du vide dans le taoïsme trouve son accomplissement dans sa mise en pratique quotidienne. Cette pratique, loin d'être une simple technique de méditation, imprègne chaque aspect de l'existence et se manifeste à travers différentes approches complémentaires. Un maître taoïste racontait à ses disciples cette histoire significative. Un jour, je vis un chat attendre près d'un trou de souris. Il ne bougeait pas, ne manifestait aucune intention, aucun désir apparent. Il était simplement présent, totalement vide d'attente. C'est précisément cette qualité de vide attentif qui rendait sa présence si puissante. Cette parabole illustre parfaitement la première manifestation pratique du vide, l'attention pure, dénuée d'intention. La respiration constitue la porte d'entrée privilégiée vers l'expérience du vide. Les taoïstes ont développé une science sophistiquée du souffle, considérant que la respiration consciente permet d'harmoniser le vide et le plein dans notre être. La respiration embryonnaire, une pratique avancée du taoïsme, vise à retrouver l'état de perfection naturelle du fœtus dans le ventre maternel, où respiration et conscience ne font qu'un. Un ancien texte décrit « Quand le souffle devient si subtil qu'il semble absent, le vide véritable commence à se manifester. » La méditation taoïste se distingue des autres approches par sa relation particulière au vide. Il ne s'agit pas de vider l'esprit par la force, mais de cultiver un état de réceptivité naturelle. Un maître l'expliquait ainsi. Ne cherchez pas à chasser les pensées. Observez simplement l'espace entre elles. Comme le ciel bleu qui demeure inchangé derrière les nuages, le vide de votre nature véritable est toujours présent. Cette approche se nomme Zuo Wang, littéralement s'asseoir et oublier, un état où l'on transcende la dualité entre sujet et objet. Dans les arts martiaux internes comme le tai chi, le vide se manifeste comme un principe dynamique. Les mouvements alternent constamment entre vide et plein, comme l'illustre cette instruction traditionnelle. Quand une partie du corps est pleine, une autre doit être vide. C'est dans cet équilibre que réside la force véritable. Un maître d'épée l'enseignait ainsi. Ce n'est pas la lame qui coupe, mais l'espace qu'elle crée. Plus votre mouvement est empreint de vide, plus il devient efficace. Dans la vie quotidienne, la pratique du vide se manifeste à travers le principe du Wu Wei, souvent traduit par non-agir ou action sans effort. Un sage l'illustrait ainsi. Imaginez que vous devez attraper un papillon. Plus vous essayez de le saisir, plus il vous échappe. Mais si vous restez parfaitement immobile, vide de toute intention, il pourrait bien venir se poser sur votre main. Cette attitude de non-intervention active trouve des applications dans tous les domaines de la vie. La pratique de l'alchimie intérieure taoïste, Neidan, utilise le vide comme creuset de transformation. Le processus alchimique consiste à créer un vide intérieur suffisamment pur et stable pour permettre la transmutation des énergies grossières
en énergie subtile. Un texte ancien compare ce processus à la distillation. Comme la vapeur qui s'élève du chaudron, l'essence subtile émerge naturellement quand le vide est correctement cultivé. Une parabole taoïste illustre magnifiquement ce principe. Deux amis se retrouvaient chaque jour pour boire le thé en silence. Les gens du village se moquaient d'eux, disant qu'ils perdaient leur temps. Un jour, quelqu'un leur demanda « De quoi parlez-vous pendant tout ce temps ?» L'un d'eux répondit « Nous ne parlons pas, nous nous rencontrons vraiment. » Cette histoire révèle la profondeur d'une relation basée sur le vide partagé, où la communication transcende les mots. La pratique du vide culmine dans ce que les taoïstes appellent l'illumination silencieuse. Un état où l'on devient tellement vide qu'on se fond dans le Tao lui-même. Comme le décrit une ancienne parabole, un maître atteignit un tel état de vide qu'il devint transparent à la lumière. Ses disciples ne le voyaient plus, mais sa présence emplissait toute la pièce. Cette description poétique pointe vers l'ultime paradoxe. C'est dans le vide le plus complet que se manifeste la plénitude la plus absolue. Dans un monde qui ne cesse de se complexifier, la notion de simplicité, Pu, enseignée par le Tao Te Ching, résonne avec une pertinence particulière. Ce concept, souvent traduit par bois non travaillé ou simplicité naturelle, représente bien plus qu'une simple absence de complexité. Il incarne une sagesse profonde qui peut transformer notre rapport au monde et à nous-mêmes. La simplicité dont parle Lao Tse n'est pas celle du simplisme ou de la privation. Elle est plutôt semblable à celle d'un arbre qui, sans artifice, déploie naturellement ses branches vers le ciel, tout en maintenant ses racines fermement ancrées dans le sol. C'est un état naturel qui précède toute sophistication, toute élaboration sociale ou culturelle. Dans les mots du sage, je n'ai que 3 trésors que je garde et préserve. Le premier est la compassion, le second est la frugalité, le troisième est l'humilité. Cette trinité forme le cœur de la simplicité taoïste. Le retour à l'état naturel qu'évoque le Pu nous invite à un voyage paradoxal, celui du désapprentissage. Notre société moderne nous a habitués à accumuler connaissances, biens et expériences, considérant souvent que l'addition constante constitue la voie du progrès. Le Tao Te Ching propose une direction radicalement différente, celle de la soustraction éclairée. Comme l'eau qui trouve naturellement son chemin vers l'océan, la simplicité nous guide vers notre nature essentielle en éliminant ce qui l'obscurcit. Cette quête de simplicité s'exprime d'abord dans notre rapport aux choses matérielles. La frugalité, deuxième trésor mentionné par Lao Tse, ne doit pas être comprise comme une austérité forcée, mais comme une liberté reconquise. Chaque objet que nous possédons réclame une part de notre attention, de notre énergie, de notre liberté. En réduisant nos possessions à l'essentiel, nous libérons non seulement de l'espace physique, mais aussi de l'espace mental. Le sage taoïste ne se demande pas tant ce qu'il peut acquérir que ce dont il peut se libérer. L'authenticité, dimension fondamentale du Pu, émerge naturellement de cette simplification. Quand nous cessons de nous cacher derrière les masques sociaux et les artifices du paraître, notre vraie nature peut s'exprimer librement. Le Tao Te Ching nous enseigne que cette authenticité est comme l'eau pure, transparente, fluide, nourrissante. Elle ne cherche pas à impressionner ni à dominer. Elle existe simplement pleinement. La compassion,
premier des 3 trésors, découle naturellement de cette authenticité retrouvée. Quand nous sommes en paix avec notre propre nature, nous pouvons véritablement nous ouvrir à l'autre. Cette compassion n'est pas un effort moral, mais une expression naturelle de notre connexion fondamentale avec tous les êtres. Elle simplifie profondément nos relations en les libérant des jeux de pouvoir et des manipulations subtiles qui caractérisent souvent les interactions sociales. L'humilité, 3e trésor, couronne cette pratique de la simplicité. Elle n'est pas une posture de fausse modestie, mais la reconnaissance lucide de notre place dans le grand tout. Comme le dit Lao Tse, le sage se met en arrière et se trouve devant. Il s'oublie lui-même et se conserve. Cette humilité simplifie notre rapport au monde en nous libérant du besoin constant de nous affirmer, de nous comparer, de nous justifier. Dans notre époque marquée par la surcharge informationnelle, la course à la performance et l'hypercomplexité des relations sociales, le PU offre une voie de libération. Il nous rappelle que la vraie sophistication réside parfois dans le retour à la simplicité. Comme un jardin zen, dont chaque élément est soigneusement choisi pour créer un espace de contemplation, la simplicité taoïste nous invite à créer dans nos vies un espace où l'essentiel peut respirer. Cette simplicité n'est pas une destination, mais un chemin, une pratique quotidienne. Elle se manifeste dans nos choix les plus ordinaires. Préférer le silence au bruit, l'être au paraître, l'authentique au sophistiqué. Elle nous invite à nous demander régulièrement qu'est-ce qui est vraiment nécessaire? Qu'est-ce qui nourrit véritablement notre être? La simplicité du PU représente peut-être l'un des enseignements les plus révolutionnaires du Tao Te Ching pour notre époque. Elle nous rappelle que la vraie richesse ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la capacité à reconnaître et à savourer l'essentiel. Dans un monde qui court après toujours plus de complexité, le retour à la simplicité pourrait bien être la voie la plus sage et paradoxalement la plus sophistiquée vers une vie pleine et authentique. Le vide est souvent perçu comme une absence à combler, un manque à remplir. Le Tao Te Ching propose une vision radicalement différente à travers le concept de Kong, où le vide devient non plus une absence stérile, mais une présence féconde, non plus un défaut à corriger, mais une vertu à cultiver. Lao Tse nous offre cette image saisissante. 30 rayons convergent au moyeu, mais c'est le vide médian qui fait marcher le char. Cette métaphore, d'une simplicité trompeuse, contient une profonde sagesse. Elle nous révèle que l'utilité des choses réside souvent non pas dans leur matérialité, mais dans l'espace vide qu'elles délimitent. Comme le moyeu du char qui ne peut remplir sa fonction que grâce au vide en son centre, notre existence trouve son sens non pas dans l'accumulation, mais dans les espaces de possibilités que nous savons préserver. Cette sagesse se manifeste dans d'innombrables aspects de la vie quotidienne. Considérons une maison. Ce ne sont pas les murs qui la rendent habitable, mais l'espace vide qu'ils délimitent. Un vase n'est utile que par son vide intérieur capable d'accueillir. Une partition musicale ne prend vie que par les silences qui ponctuent les notes. Le vide n'est pas une absence de quelque chose, mais la condition même de la présence et de l'utilité. Le Kong nous invite à repenser fondamentalement notre rapport au monde. Dans une société obsédée par l'accumulation et la possession, où le succès se mesure souvent à la quantité de ce que l'on possède ou produit, le vide apparaît comme une sagesse subversive. Il nous rappelle que la vraie richesse peut résider dans ce que nous choisissons de ne pas remplir, dans les espaces que nous préservons délibérément. Cette conception du vide
s'étend à notre vie intérieure. La pratique de la méditation, si centrale dans la tradition taoïste, ne consiste pas à remplir l'esprit de pensées positives ou de visualisations complexes, mais à créer un espace de vacuité où la conscience peut s'épanouir naturellement. Comme le dit un autre passage du Tao Te Ching, « Vide ton esprit de tout souci, garde ta paix intérieure. Malgré l'activité des êtres, observe leur retour. » Le lâcher-prise, aspect essentiel du Kong, ne doit pas être compris comme une forme de passivité ou de résignation. C'est au contraire une pratique active et consciente qui demande souvent plus de courage que l'action. Lâcher prise, c'est faire confiance au vide. C'est accepter que tout n'a pas besoin d'être contrôlé, planifié, organisé. C'est comprendre que parfois, la meilleure façon d'atteindre un objectif est de créer l'espace nécessaire pour qu'il puisse se manifester naturellement. Dans nos relations interpersonnelles, le Kong nous enseigne la valeur des espaces non remplis. Une conversation profonde n'est pas faite que de mots, mais aussi des silences qui permettent à la compréhension de s'installer. Une relation saine nécessite des espaces de solitude, des moments où rien n'est demandé ni donné. Ces vides ne sont pas des ruptures dans la relation, mais des respirations qui lui permettent de s'approfondir. La puissance du vide se manifeste également dans notre rapport au temps. Dans une époque où chaque minute doit être productive, où les agendas sont saturés d'activités, le Kong nous invite à préserver des plages de temps non planifiés. Ces moments apparemment vides sont souvent ceux où émerge la créativité, l'intuition, la compréhension profonde. Comme le dit un proverbe zen, « Médite pendant 20 minutes chaque jour, sauf si tu es trop occupé. Dans ce cas, médite 1 heure. » Le vide dont parle le Tao Te Ching n'est pas un néant absolu, mais un champ de potentialité. C'est l'espace où tout devient possible, le terreau fertile où peut germer l'inattendu. Dans le processus créatif, par exemple, les moments de vide apparents, ce que nous appelons parfois le blocage de l'écrivain ou la page blanche, ne sont pas des obstacles à surmonter, mais des phases nécessaires de gestation. Cette conception du vide a des implications profondes pour notre époque. Face aux crises écologiques, elle nous invite à considérer que la solution n'est peut-être pas dans l'ajout de nouvelles technologies ou de nouvelles ressources, mais dans la préservation d'espaces vides, tant physiques que temporels. Face à l'anxiété généralisée, elle suggère que la paix ne se trouve pas dans l'accumulation de sécurités externes, mais dans l'acceptation du vide intérieur. La vertu du vide nous enseigne finalement une forme de sagesse paradoxale. C'est en cessant de vouloir tout remplir, tout contrôler, tout posséder, que nous accédons à une plénitude plus authentique. Comme l'eau qui prend la forme du vase qui la contient, notre vie s'épanouit dans les espaces que nous savons préserver vides. Le Kong n'est pas une philosophie de la privation, mais une voie vers une richesse plus subtile, où l'absence devient présence et où le vide se révèle plénitude. Imaginons notre conscience comme un vaste ciel. Les pensées, telles des nuages, ne cessent de traverser son étendue. Certaines sont légères et douces, d'autres sombres et menaçantes. Le secret, nous enseignent les maîtres taoïstes, n'est pas de tenter de chasser ces nuages, mais de réaliser que nous sommes le ciel lui-même, immuable, vaste, éternel. Les pensées négatives, aussi intenses soient-elles, ne sont que des phénomènes passagers dans notre immensité. Le Bouddha parlait souvent de la nature illusoire de nos perceptions.
Nos pensées négatives, bien qu'elles semblent parfois si réelles, ne sont en réalité que des constructions de notre esprit. Comme un mirage dans le désert, elles n'ont de substance que celle que nous leur accordons. En pratiquant le détachement, nous apprenons à les observer sans nous y identifier. Telle une rivière qui coule, laissons-les passer sans tenter de les retenir ou de les repousser. La méditation, pierre angulaire des traditions orientales, nous offre un outil puissant pour cultiver cette conscience élargie. En nous asseyant dans le silence, nous créons un espace où l'agitation de l'esprit peut se calmer. Comme un étang troublé qui retrouve sa clarté lorsqu'on cesse de remuer ses eaux, notre esprit révèle sa nature profonde lorsque nous cessons de nous agiter. Le concept de Wu Wei, souvent traduit par non-agir, est central dans la pensée taoïste. Il ne s'agit pas d'inaction, mais d'une action en harmonie avec le flux naturel des choses. Face à nos pensées négatives, le Wu Wei nous invite à ne pas lutter, à ne pas nous arc-bouter contre elles. Au contraire, en les accueillant avec bienveillance, nous leur ôtons leur pouvoir. Comme l'eau qui érode doucement la pierre, notre acceptation transforme progressivement la nature de nos pensées. Les maîtres zen parlons souvent de l'importance de cultiver l'esprit du débutant. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'observer nos schémas de pensée avec un regard neuf. En abordant nos défis quotidiens avec curiosité plutôt qu'avec des présupposés négatifs, nous ouvrons la porte à de nouvelles perspectives, à des solutions créatives que notre esprit conditionné ne pouvait envisager. La pratique de la gratitude, si chère aux traditions bouddhistes, agit comme un baume sur notre psyché. En dirigeant consciemment notre attention vers ce qui est bon et beau dans notre vie, nous rééquilibrons naturellement la balance de nos pensées. C'est comme allumer une bougie dans une pièce sombre. Même la plus petite flamme de reconnaissance peut illuminer tout notre être. Le concept d'impermanence, omniprésent dans la philosophie bouddhiste, nous rappelle que tout change constamment. Nos pensées négatives, aussi pesantes soient-elles, sont soumises à cette loi universelle. En comprenant profondément cette vérité, nous développons la patience et la résilience nécessaires pour traverser les périodes difficiles, sachant qu'elles aussi passeront. L'approche taoïste de l'équilibre nous enseigne que le positif et le négatif sont les deux faces d'une même pièce. Au lieu de rejeter nos pensées sombres, nous pouvons apprendre à les voir comme des opportunités de croissance et de compréhension de nous-mêmes. Chaque défi est une invitation à approfondir notre sagesse et notre compassion. Enfin, la pratique de la pleine conscience, héritée des traditions zen, nous ancre dans le présent. La plupart de nos pensées négatives sont tournées vers le passé ou le futur. En ramenant sans cesse notre attention à l'ici et maintenant, nous découvrons une paix qui transcende les fluctuations de l'esprit. Le chemin vers la libération des pensées négatives n'est pas une ligne droite, mais plutôt une spirale ascendante. Chaque tour nous ramène face à nos défis, mais avec une perspective élargie, une compréhension plus profonde. Comme le phénix qui renaît de ses cendres, notre esprit se renouvelle constamment, s'élevant peu à peu au-dessus des nuages de la négativité pour embrasser la clarté et la sérénité qui sont notre véritable nature. Ainsi, en marchant sur les traces des sages d'Orient, nous découvrons que la clé de notre libération a toujours été en nous. Dans le silence de notre cœur, dans l'espace entre nos pensées, réside une paix inébranlable, une source infinie de sagesse et de compassion. En cultivant patiemment cette conscience élargie, nous transformons non seulement notre paysage intérieur,
mais nous devenons une source de lumière pour tous ceux qui croisent notre chemin. Les pensées négatives sont comme un poison subtil qui s'infiltre dans tous les aspects de notre être. Telles les racines d'une mauvaise herbe, elles s'enfoncent profondément dans le sol de notre existence, affectant notre corps, notre âme et nos relations. Sur le plan physique, ces pensées sombres agissent comme un voile qui obscurcit notre vitalité naturelle. Elles contractent nos muscles, perturbent notre respiration et altèrent le flux harmonieux de notre énergie vitale, le QI. Notre corps, tendu et crispé, devient un terrain propice aux maladies. Le stress chronique engendré par ces ruminations affaiblit notre système immunitaire, nous rendant vulnérables aux afflictions tant internes qu'externes. Dans le domaine des relations, ces pensées agissent comme un mur invisible, nous isolant des autres et de nous-mêmes. Elles teintent nos interactions d'une méfiance subtile, projetant nos peurs et nos insécurités sur ceux qui nous entourent. Nos liens, au lieu d'être des ponts vers l'autre, deviennent des forteresses où nous nous retranchons, privés de la chaleur et de la richesse des échanges authentiques. L'alchimie intérieure, ou Neidan dans la tradition taoïste, est une pratique sophistiquée visant à transformer les énergies brutes en une force vitale raffinée. Dans le contexte de la gestion des pensées négatives, cette pratique offre une méthodologie puissante pour transmuter nos ombres en lumière. Commencez par vous asseoir confortablement et fermez les yeux. Visualisez au centre de votre être un chaudron doré, symbole de transformation. Ce chaudron représente votre centre énergétique, souvent associé au dantian inférieur dans les pratiques taoïstes. Identifiez maintenant vos pensées négatives. Plutôt que de les repousser, invitez-les consciemment dans votre espace intérieur. Visualisez-les sous forme de nuages sombres, de boue ou de toute autre représentation qui vous parle. Placez doucement ces énergies négatives dans le chaudron. Sous le chaudron, allumez un feu doré. Ce feu représente votre intention consciente de transformation, votre volonté alignée avec les forces de l'univers. Observez comment le feu commence à chauffer le chaudron. Les énergies négatives commencent à bouillonner, à se dissoudre. Visualisez comment elles se transforment progressivement. La boue peut devenir de l'or liquide. Les nuages sombres peuvent se métamorphoser en une lumière éclatante. Cette lumière purifiée commence à s'élever du chaudron, se répandant dans tout votre être. Sentez comment elle nourrit chaque cellule de votre corps, comment elle éclaire chaque recoin de votre esprit. Cette énergie transformée devient une force de guérison et de renouveau. L'alchimie intérieure nous enseigne que rien n'est à rejeter dans notre expérience. Même nos pensées les plus sombres contiennent une énergie précieuse qui, correctement transformée, peut devenir une source de sagesse et de force. Cette pratique cultive une attitude de non-dualité. Nous cessons de voir nos expériences en termes de bon ou mauvais, mais plutôt comme des opportunités de croissance et de transformation. Chaque pensée négative devient une matière première pour notre évolution spirituelle. Avec le temps, cette pratique affine notre sensibilité énergétique. Nous devenons capables de percevoir les subtiles fluctuations de notre paysage intérieur et d'intervenir avec sagesse et compassion. La méditation du sourire intérieur est une pratique puissante qui trouve ses racines dans la tradition taoïste. Elle repose sur l'idée que notre état émotionnel et mental peut être profondément influencé par de simples expressions faciales et visualisations. Pour commencer, asseyez-vous confortablement dans un endroit calme. Fermez doucement les yeux et détendez tous les muscles de votre visage. Imaginez un sourire doux et bienveillant se formant sur vos lèvres. Ce n'est pas un sourire forcé ou artificiel, mais plutôt l'expression naturelle
de la joie et de la paix intérieure. Laissez ce sourire s'étendre progressivement à tout votre visage. Sentez vos yeux qui sourinent, vos joues qui se détendent, votre front qui s'apaise. Puis, comme une onde de lumière douce, laissez ce sourire se propager dans tout votre corps. Visualisez ce sourire atteignant chacun de vos organes. Dans la tradition taoïste, on commence souvent par le cœur. Imaginez votre cœur qui sourit, qui s'illumine de cette énergie positive. Puis passez aux poumons, au foie, aux reins, à la rate. Chaque organe reçoit ce sourire bienveillant et rayonne en retour. Cette pratique a des effets profonds sur notre physiologie. Elle active le système nerveux parasympathique, responsable de la relaxation et de la régénération. Elle libère des endorphines, nos hormones du bien-être, et réduit le cortisol, l'hormone du stress. Au niveau énergétique, elle harmonise notre QI, notre énergie vitale. Mais au-delà de ces effets physiques, la méditation du sourire intérieur transforme notre paysage émotionnel et mental. Elle cultive un état de bienveillance envers nous-mêmes, dissolvant progressivement les pensées négatives qui nous habitent. C'est comme si nous irriguions notre jardin intérieur d'une lumière douce et nourrissante, ne laissant plus de place aux mauvaises herbes de la négativité. Avec une pratique régulière, ce sourire intérieur devient notre état naturel. Nous développons une résilience face aux défis de la vie, capable de maintenir cette paix intérieure même dans l'adversité. Chers amis, j'aimerais prendre un instant afin de vous remercier d'avoir écouté cet enseignement. Voir votre soutien au quotidien est une illumination qui sans cesse m'éclaire. J'apprécie vos témoignages et vos retours qui me permettent de mieux vous connaître. Je vous souhaite un bon cheminement vers la voie qui vous attend.